Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. Et j'ai fait me tromper. Du crime à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon cher ami Philippe. Yes sir, Philippe. Hello Alex, ça va? Ça va bien, ça va mieux. Ça a mal parti un matin. Ah oui, quoi, problème de voiture, c'est ça? Ouais, un beau problème. Moi, j'ai été chanceux dans ma malchance. J'ai été doublement chanceux dans ma malchance. Ok. Ma voiture a brisé dans le stationnement du garage de mon travail. Ok. Fait que, au moins, j'étais pas pris nulle part où personne pouvait m'aider. Ouais. Puis la pièce, ça a coûté juste 50$ à changer. Ah, ça va. Fait que, pour ça, ça va bien. Mais Ouais. en bon québécois, je pourrais dire, est-ce calisse que ça a mal commencé? Mais ouais. C'est ça, il y a une pièce dans la direction qui a lâché, fait que j'ai une roue qui a décidé qui se foutait de mon volant et qui est allée dans la direction opposée que je voulais m'en aller, fait que ça a comme freiné sec puis ça bougeait plus. Là. Aïe. Puis c'est comme, ouais, qu'est-ce que je fais au bout avec ça, là? Tu peux toujours rentrer en bus au moins dans ton boulot. Ouais, mais c'est ça, là, au moins, je bloquais pas aucun autobus non plus, puis tu sais, l'auto était pas dans le chemin, mais j'étais comme, bon, ben là, matin, c'était un problème que je me serais passé. Ouais, avec l'histoire que je vais te raconter ce soir, tu pourras te dire, il y a pire. J'imagine qu'il y a pire. Ah ouais. Mais c'était juste comme une accumulation, là. Je comprends. Fait que, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Philippe? Et bah donc aujourd'hui, c'est une nouvelle balade meurtrière. Donc l'idée, hein, c'est... les gens sont peut-être déjà habitués, c'est une chanson du répertoire contemporain et on va évoquer à travers cette chanson une affaire de true crime. Et donc on va à la fois parler de la chanson et de l'affaire qui est derrière cette chanson. Une super bonne chanson. Ouais, le choix ouais. d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, moi aussi. Je suis pas un fan de longues chansons habituellement, mais ça le faisait, là. C'est vrai, effectivement. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle les Swans. Ouais. Alors, les Swans, c'est pas un groupe ultra connu. C'est un groupe de rock new-yorkais. Il a été fondé en 1982 et il s'est formé autour de son frontman qui s'appelle, alors je sais pas si on dit Michael Gira ou Michael Gira, enfin, ça s'écrit G-I-R-A. OK. C'est un multi-instrumentiste enfin, très talentueux. Au niveau du style, on parle de rock expérimental, on parle de no wave. Alors la no wave, on en a parlé aussi quand on parlait de Sonic Youth, donc c'est un genre aussi plutôt expérimental qui a été créé en réaction au début des années 80, au côté très commercial de ce qu'on appelait la new wave du début des années 80. On a aussi du noise rock, c'est pas toujours facile à écouter. Et parfois, il y a une musique industrielle et même parfois un peu de musique atmosphérique. Donc, c'est un mélange, moi, je trouve très intéressant. Puis ils maîtrisent très bien là, leur mélange là, Ouais. dans tout ça. J'ai une Vas-y. question avant qu'on se lance un peu Ouais. dans l'histoire puis tout. C'est comment que tu choisis un peu tes chansons que tu veux nous parler? Puis... Alors, j'essaye, c'est un peu comme dans le scénario du pire, j'essaye de ne pas raconter des histoires trop connues. Et si je raconte une histoire très connue, ça va être j'espère, avec un angle un peu original. Par exemple, en métal, il y a un tueur en série qui s'appelle Ed Gein, qui a beaucoup inspiré les groupes de métal. OK. Mais c'est une histoire qui a été beaucoup racontée. Donc, je ne sais pas si je vais, peut-être qu'il y aura un moment, un épisode sur Ed Gein, ça Si tu dépendra un trouves peu de la ton chanson. angle. Voilà, exactement. Ici, il y a quand même un élément, je trouve que la chanson doit être intéressante. OK. On n'est pas obligé de l'aimer, tu vois, il y a peut-être des chansons que je vais proposer qui ne sont pas des chansons que j'adore, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant
dans la démarche artistique. Tu vois, par exemple, le Sonic Youth qu'on a fait la fois passée, j'adore pas la chanson, je la trouve un peu trop difficile à écouter, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la musique. Ah, il y a, Et il y a une démarche musicale vraiment ouais, vraiment, intéressante en arrière. Puis... vraiment. Ça, pour moi, ça fait partie de la culture musicale de connaître Sonic Youth. Après, on n'aime pas, mais je trouve que c'est un groupe qui est suffisamment intéressant pour que, On voilà, s'y au moins attarde. une fois, voilà, exactement. Et puis, bah, les histoires aussi. Donc, c'est rare, c'est pas facile de trouver des chansons qui parlent de vraies histoires criminelles. Et parfois, quand elles en parlent de façon tellement Vague. vague, c'est ça, que tu n'as pas beaucoup d'éléments dans la chanson. Donc, je regarde aussi le texte des chansons et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte de la chanson sur lequel je peux construire un récit? Pour Est-ce que qu'on ait je... la chance de t'entendre aussi chanter. Ah non, pas deux fois. À 1 million, à 1 million. À 1 million, je chanterai et je veux même faire une petite chorégraphie si ça te fait plaisir. Non, ben super, ça m'intéressait de savoir un peu comment que tu choisissais tes histoires, parce que c'est ça, dans le scénario du pays, vous le dites un peu dans l'introduction aussi, comment, Ouais, pourquoi que vous allez vers certaines histoires, puis tout ça. Fait que ouais. ça m'intéressait de savoir pour les balades meurtrières aussi. C'est vrai, c'est vrai. On essaye d'être un peu original et de raconter quelque chose d'inédit. Mhm. Et voilà, j'espère que, au-delà de l'histoire qu'on va raconter, les gens qui écoutent auront envie d'écouter les Swans. Mais ouais, puis ou du moins s'abonner à ta playlist Spotify pour au moins Oui, écouter cette tout à fait. chanson-là. Absolument. Donc, la playlist Spotify, un balade meurtrière, où il y a toutes les balades meurtrières qu'on a déjà évoquées. Et puis, il y en a déjà quelques-unes qu'on évoquera dans les prochaines semaines. Donc, voilà, vous trouverez Tom Waits ou John Baez qui sont des chansons qu'on n'a pas encore traitées, mais qu'on traitera dans des épisodes prochains. Et ce sont des chansons très intéressantes avec des histoires très fortes, justement, derrière ces deux chansons-là. Bon, j'ai hâte d'entendre ça aussi. Ouais. Ah, moi, j'ai hâte enfin, de terminer l'écriture. All right, fait que on se lance dans les Swans. Voilà. D'abord, les Swans, il faut dire que c'est un groupe qui n'a jamais eu un gros succès commercial. Et il y a des albums de Swans qui sont très difficiles d'accès. C'est pas toujours, enfin, c'est pas de la musique facile, mais il y a d'autres albums qui sont plus accessibles et ceux dont on va parler aujourd'hui le sont un peu plus. Euh, c'est quand même un groupe qui a plusieurs dizaines de millions d'écoutes sur Spotify, donc c'est pas non plus Des un petit. inconnus, là. Voilà. C'est un groupe qui a quand même son influence. Alors, avant de parler de l'histoire, il y a un album que je recommande vraiment qui s'appelle White Light from the Mouth of Infinity, qui est un album que moi je considère comme vraiment un album magnifique. En tout cas, pour les gens qui sont intéressés par le rock alternatif et le rock qui va chercher dans des endroits qui sont peut-être un peu étonnants. Et sur cet album, il y a un morceau qui est dans mon all-time best-of qui s'appelle Blind. Que vraiment, voilà, pour moi, c'est une merveille cette chanson. OK. Et c'est aussi un de leurs morceaux les plus écoutés. Donc, Blind sur Spotify a été écouté 6,2 millions de fois. Donc, pas mal, pas mal. Et c'est là où vous vous rendez compte de la profondeur de la voix du frontman, donc de Michael Gira, où il a une voix très, très belle, très profonde. Ça fait peut-être penser un petit peu à du Nick Cave, à du Tindersticks pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est vraiment, voilà, Blind, au-delà de la chanson dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment une chanson à découvrir. Mais donc, sur cet album que j'adore, il n'y a pas de balade meurtrière. Donc, on va parler d'un autre album, qui est le 11e album studio du groupe, qui s'appelle The Great Annihilator. C'est pas facile à dire. Euh, donc, le grand annihilateur, c'est pas facile en français non plus. Et c'est un album qui est sorti en 1995. Pardon, j'ai dit que c'était le 11e album, c'est le 11e morceau du 9e album, OK. excuse-moi. Et c'est un Ça vient album. mélangeant là, quand il y a beaucoup d'albums Ouais, de je me suis un même. peu mélangé là. Donc, je répète pour être clair, c'est le 11e morceau du 9e album, parce qu'il n'y a pas 11 albums, je pense qu'ils n'en ont fait que 10, en tout cas, avant un gros gap. Euh, c'est un album qui est assez facile d'accès, qui est assez intéressant, qui est plus dans un style, on va dire, post-punk, un peu gothique. Et sur cet album, donc, il y a un morceau qui s'appelle Killing for Company. C'est un morceau assez long,
qui dure presque 7 minutes, 6 minutes 58, qui est assez lent, qui est même, Assez long, oui. c'est ça, très répétitif, surtout au début. Ça, il y a un côté lancinant dans ce morceau. Je trouve qu'il y a une ambiance aussi inquiétante. Mhm. Et alors, il n'a pas de structure couplet-refrain. Donc, c'est plus une sorte de crescendo, mais pas dans le rythme, mais c'est plutôt un crescendo dans l'intensité. Alors, voilà. Est-ce que c'est une grosse tune? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Et la chanson évoque de façon plus ou moins explicite une histoire qui est vraiment, vraiment horrible. Donc, je vais rentrer dans l'histoire, mais pour prévenir tout le monde, c'est trigger warning, c'est vraiment, on va évoquer un peu le pire dans cette histoire. Là, on est vraiment dans le plus profond de la psychopathie et de la perversité. Alors, la première strophe de la chanson, c'est I couldn't stop myself. I knew I'd do it again. But I could heal myself if I could feel your skin. Donc, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je savais que je recommencerais, mais je pourrais me guérir si je pouvais sentir ta peau. Alors, ce désir, hein, donc, tu vois, ça pourrait presque passer comme une chanson sur l'attirance érotique, tu vois. Ouais. Mais en fait, le désir dont on parle ici, c'est celui d'un homme qui s'appelle Dennis Nielsen. Et Dennis Nielsen, c'est un tueur en série qu'on a parfois comparé à Jeffrey Dahmer. Alors, je ne sais pas si tu as vu la série Netflix, Dahmer? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ils ont fait aussi un documentaire là, aussi là, Oui. que j'ai écouté aussi qui était très bon aussi. Mais il y a un côté romantique dans ça. Il aimait la chair. Là. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu cette ambiguïté-là dont on va parler aujourd'hui. Donc, Nielsen précède Dahmer. En tout cas, il a été arrêté bien avant Jeffrey Dahmer. Mais Jeffrey Dahmer est plus connu parce Mhm. qu'évidemment, c'est un tueur en série américain. Et Nielsen, donc, bon, il est un peu moins connu, mais il y a quand même des bouquins plus récents qui ont parlé de lui. Alors, on le connaît aussi sous le nom du Muswell Hill Murderer. Donc, parce que c'est à Muswell Hill, en Angleterre, qu'il a commis la plupart de ses crimes. Ok. Alors, petite bio de ce personnage très inquiétant. Il naît le 23 novembre 1945 à Fraserburgh, ou Fraserburgh, je ne sais pas, en tout cas en Écosse. Donc, il a des parents qui ne s'entendent plus très bien, quasiment dès sa naissance. Il a 3 ans quand ses parents divorcent. Et donc, sa mère emmène ses enfants, donc en fait, il a un frère et une sœur, vivre chez le grand-père maternel de Denis Nielsen. Donc là, il grandit auprès de ce grand-père, et ce grand-père, il l'adore vraiment, et visiblement, c'est une figure paternelle extrêmement positive, il fait beaucoup de promenades, il porte Denis sur ses épaules. Donc, on a vraiment l'impression qu'on a une belle figure paternelle ou grand-paternelle ici. Mais malheureusement, son grand-père va décéder très tôt, Ok. et Denis a 6 ans quand sa mère lui propose, donc le grand-père est mort d'un arrêt cardiaque, je pense que c'était en péchant, je ne suis plus tout à fait sûr. Mais bref, il a 6 ans quand sa mère lui propose de venir dire au revoir, entre guillemets, à son grand-père. Donc, il va s'approcher d'un cercueil ouvert et il va voir le corps de son grand-père dans le cercueil. Et c'est vraiment une vision qui va le traumatiser et le hanter très longtemps. Ce que je peux comprendre pour des enfants Ouais. aussi. Là. Ouais, c'est vraiment difficile, d'autant plus que quand c'est quelqu'un que tu as connu et qu'il n'y a plus du tout d'expression dans le visage, en fait, il y a aussi quelque chose qui fait que tu ne reconnais pas vraiment la personne. C'est Ouais, vraiment puis étrange. ils sont pas tous bons pour te faire non plus, là, les thermi... voyons, là, Bon, j'ai oublié le nom, aussi, là, les thanatologues. Ah oui, 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 tout à fait. Sont pas tous bons pour t'arranger non plus, là. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, à 6 ans, tu comprends pas encore tout à fait bien la mort. Mhm. Et donc, quand Denise voit le grand-père, bah, sa mère lui dit ce qu'on peut dire à un enfant, c'est que il dort et qu'il part vers un meilleur endroit. Mais ce qui peut perturber un enfant, hein, de se dire, mais finalement, pourquoi le meilleur endroit, c'est pas ici avec moi? Mhm. Bref, dans les années qui suivent la Ah, mort de son grand-père, ça peut créer beaucoup de traumatismes. oui, vraiment. Et d'ailleurs, Nielsen devient silencieux, plus réservé, beaucoup plus réservé qu'avant. Il passe beaucoup de temps seul. Finalement, il avait ce référent qui était son grand-père qui disparaît. Et
il est pourtant encore entouré, mais il va rejeter tous les signes d'affection qui viennent de ses proches. Donc, quand sa mère veut l'embrasser, il va la repousser. Il a vraiment, voilà, il rejette vraiment tout ce qui est signe d'affection, très très jeune. Et en même temps, alors qu'il rejette ça, il est jaloux de l'affection que reçoivent son grand frère et sa sœur, parce qu'il y a toujours la maman, il y a toujours la grand-mère, donc il est dans un truc déjà très ambigu. Hmm. Alors, à 9 ans, il va seul sur une plage, il va se baigner et il va manquer de se noyer. Donc, il est submergé sous l'eau, il est à bout de force, il est désorienté, il va paniquer et à un moment, il va, selon ce qu'il a raconté plus tard, accepter la mort et se résigner. Donc, Un à peu ce moment-là, abandonné. ouais, voilà, il s'abandonne à la mer. Mais à ce moment-là, sa vie est sauvée par un jeune homme qui passait par là, donc un autre baigneur. Et donc, il est sauvé, malheureusement, parce que pour la suite. Malheureusement pour ceux qui vont l'avoir croisé plus tard. Exactement. Alors, peu de temps après, la maman, mais ça n'a rien à voir avec l'incident, quitte la maison de la grand-mère, va s'installer dans un appartement avec ses 3 enfants, et elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Andrew Scott, mais ça n'a pas d'importance. Et avec ce monsieur, elle va encore faire 4 enfants en 4 ans. Donc, famille très Ah, nombreuse. ben, c'est 4 en 4 ans, là, c'est aussi ça, là. Ouais, c'est ça. En plus, bon, il y a un gros écart d'âge, donc il ne va pas beaucoup jouer non plus avec Mhm. ses petits frères et ses petites sœurs. À l'adolescence, il se rend compte qu'il est attiré par les garçons, qu'il n'est attiré que par les garçons, mais c'est une autre époque aussi, hein, donc il en C'est tire une moins très grande bien honte. vu. Voilà, exactement. Donc il faut cacher. Et, on ne parle pas de ce type d'attirance, mais un soir, il a des gestes un peu déplacés sur son grand frère qui est en train de dormir, mais son grand frère se réveille tout de suite. Et à ce moment-là, ça devient un peu une sorte de private joke dans la famille et on se moque de Denis pour sa sexualité. Donc, il y a un côté, il y a une sorte de rejet. D'intimidation aussi Mais qui vraiment, s'installe par ta propre famille, là, ceux-là ouais, que c'est pas là que c'est censé arriver, là. non. Mais de nouveau, c'est une autre époque. Et puis, bah, voilà, c'est pas forcément qu'il est rejeté par sa famille pour ça, c'est juste enfin, juste de la moquerie. Mhm. Même si la moquerie, ça peut être extrêmement blessant, bien sûr. Alors, Denis, il a 16 ans quand il s'engage dans l'armée, donc c'est très tôt. Il va commencer à travailler comme cuisinier. Et après, il va travailler comme boucher dans le corps de restauration de l'armée. Tu vois où ça va, tout ça, hein. Il va aimer la viande, non? Il va découper la viande, il va découper les os. Et ce sont des compétences qui vont beaucoup lui servir dans sa vie. En Ah, on 72, dirait un boucher qui a fait ça, là, hein? ouais, tu vois, c'est comme Jack l'Éventreur. Tu sais, c'est souvent hein, qu'on a quand même des tueurs comme ça. Où on dit, ah, il y a quelque chose de précis dans la découpe. Et voilà. C'est chirurgical quasiment, là. Voilà, c'est le boucher ou le chirurgien. Tu vois, Ouais. c'est souvent c'est les deux pistes qu'on va explorer. Donc, il a 27 ans quand il quitte l'armée. On est en 1972. Il s'engage dans la police. Ça aussi, hein, on a beaucoup de tueurs qui sont fascinés par la police. Hmm. Pendant sa formation de policier, il visite une morgue. Et il a une fascination pour les cadavres autopsiés qui sont parfois ouverts. Donc c'est un truc qui pourrait lui plaire, mais même si il a accès à ces cadavres, bah, il va quand même démissionner assez vite. Et il va s'engager dans un truc, alors ça n'a rien à voir, il va s'engager dans les ressources humaines. OK. Ouais, et il devient conseiller en recrutement. Et On est en loin, même on est loin. ouais, on est vraiment loin, ouais. Donc, voilà. Et en même temps, il va commencer à boire beaucoup. Il est plus seul parce qu'il avait quand même un sens de la camaraderie à l'armée qu'il a perdu. OK. Donc, il devient alcoolique et il commence à fréquenter les bars gays. Et à Londres, donc il va s'installer à Londres. Il occupe un appartement dans l'adresse, je sais plus, enfin c'est en gros Melrose Avenue à Londres. Alors, en 73, il a sa première confrontation avec la police. C'est un jeune homme que Nielsen a rencontré dans le cadre de son travail, qui va se rendre au commissariat et affirmer que Nielsen a pris des photos de lui pendant qu'il dormait. Donc, on n'est pas dans le C'est meurtre. creepy. Voilà, c'est inquiétant. C'est Mais comme, ouais, tu te réveilles, il y a quelqu'un qui est en train de te prendre en photo, c'est bizarre. voilà, c'est ça. Mais la base légale pour faire condamner quelqu'un pour ça, c'est pas grand-chose.
Et donc, la police va l'interroger, mais va le relâcher et il ne sera pas inculpé. Et on va revenir à la chanson. Donc la chanson, dans le texte dit « If I comprehend this moment, I know we'll live again, and if I heal your wound, we will make love again. » Donc, et si je comprends ce moment, je sais que nous revivrons, et si je guéris ta blessure, nous ferons à nouveau l'amour. Et c'est le trait d'union, en fait, vers la carrière meurtrière de Dennis Nilsson. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails sordides, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais quand même parler un peu de son parcours meurtrier. Donc, la première fois qu'il tue, c'est le 30 décembre 1978, il a 33 ans, et sa victime s'appelle Stephen Holmes, et il n'en a que 14, donc 14 ans, un adolescent. Nilsson et Holmes se rencontrent dans un pub, dans un bar. Nilsson emmène le garçon chez lui, ils boivent beaucoup, ils passent la nuit ensemble, et le matin, Nilsson a une sorte de moment de panique à l'idée que le jeune homme parte et ne revienne plus. Et il préfère l'étrangler. Alors, il l'étrangle jusqu'à le rendre inconscient, et puis il l'achève en le noyant en lui plongeant la tête dans un seau rempli d'eau. Il va baigner le corps, le laver, puis il va garder le corps dans son lit pendant quelques temps, je ne sais pas très bien, mais je pense plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de rigidité cadavérique. Et puis, il va cacher le corps sous son plancher pendant 8 mois. Et au bout des 8 mois, il va brûler les restes de Steven. C'est que, OK, il Ouais, partira ouais. pas, il partira pas, là, mais Voilà. tu vivras plus jamais rien avec. Là. Non, mais il y a quelque chose C'est de quoi l'ordre de la possession. Ouais, mais c'est quoi qui revient souvent, hein, ça, dans ces genres de trucs-là, de tueurs en série, un peu, là, de la peur de se faire abandonner, puis Et, si moi je peux pas t'avoir, ben personne va t'avoir, puis... c'est ça, c'était Jeffrey Dahmer. Dahmer, c'était ça aussi, hein. Mhm. Euh, En 79, il tente de tuer un étudiant hongkongais qui étudie à Londres, et le jeune homme va pas porter plainte. Donc, alors qu'il y a une tentative de meurtre, donc tentative d'étranglement, il va pas porter plainte, ce qui est vraiment Il est étonnant. chanceux. Il est vraiment chanceux et du coup, il s'en sort à nouveau, quoi. Y avait-tu des lois contre l'homosexualité dans ces années-là? Non, je pense pas. Non, non, on est quand même à la fin des années 70, donc non, Ouais, mais je sais qu'il y a des places que c'est arrivé assez tard, là. ouais. Ces lois-là, mais c'est juste parce que ça aurait pu créer une peur aussi d'aller dénoncer ça. Puis, Oui, non, non, je pense que là, il y a pas de problème. Peut-être qu'il y a un peu de honte à nouveau parce que c'est une époque différente, mais c'est pas un problème légal, c'est vraiment un ok. problème, peut-être un ressenti qu'on peut avoir. Alors, il va tuer pour la seconde fois en décembre 1979, et là, sa victime s'appelle Kenneth Ockenden, et c'est un jeune homme de 23 ans, et le crime est très similaire au crime précédent. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, tu as entendu le Ouais. On premier crime. picole, on Voilà, couche ensemble, je veux pas que voilà, tu partes, voilà, étranglement, etc., on te etc., cache, on te sous le brûle. plancher. Voilà. En 1980, il va tuer entre 4 et 6 fois. Alors, je dis entre 4 et 6 fois parce que c'est sûr qu'il tue 4 fois, mais il a reconnu 2 autres crimes, mais qu'il a peut-être inventés. Ok, il n'y a Donc, pas de preuves pour ces voilà, il n'y a crimes. pas vraiment de preuves, on ne sait pas très bien qui c'est. Le modus operandi, c'est toujours le même. Donc, la mort a lieu par étranglement ou noyade, et parfois les deux. Nielsen lave le corps. Parfois, il prend son bain en compagnie du corps, donc voilà, de nouveau bien sordide. Il va garder le cadavre longtemps. Il va souvent se livrer à des actes de nécrophilie sur les cadavres, comme Dahmer de nouveau. Et puis, une fois que le corps devient trop rigide, hop, sous le parquet. Et puis, plusieurs mois plus tard, il va se débarrasser des restes de sa victime. Alors, il faut savoir que dans cet appartement, il a accès, il a un plancher déjà où il peut cacher des trucs, et puis il a accès à un jardin où il peut aussi se débarrasser de restes humains. Est-ce qu'on peut enterrer des choses? Oui. En Plein de 80, choses. Non, non. oui, oui, c'est ça. Et sur son plancher, il commence à y avoir du monde. Ça fait aussi penser à un autre tueur qui est John Wayne Gacy. Ouais, Ouais. qui en C'était avait, sous sa maison. il en avait une vingtaine, plus que ça Ouais, même. voilà. Ils étaient entourés dans son vide sanitaire, là, sous la maison. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on n'a Exactement pas ça ça, en là. Europe. Ouais. Mm. Alors, en 81, il va tuer 4 fois encore.
et puis à un moment, il n'y a plus de place sous le plancher. Ouais, mais il continue à se débarrasser des cadavres, mais peut-être un peu plus vite parce qu'il n'y a plus de place sous le plancher. Fait que là, on Il est va- environ à 9 crimes, 9 meurtres. Là. Là, on est environ, ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y en Si aura, on compte 4 sur, mettons, pour ouais, c'est ça. 1980. Là. Au final, il tuera 12 personnes, non, OK. plus ou moins 12 personnes. Ça, c'est une estimation. Là, il va déménager, mais pas pour trouver un autre endroit où cacher les cadavres. Au contraire, il déménage, je ne sais pas pourquoi, mais dans son nouvel appartement, il n'a pas de jardin et pas de grenier. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut plus stocker les cadavres de ses victimes, et donc il doit s'en débarrasser. Il ne peut plus garder le corps de ses amants, il doit les couper en Mais morceaux. ça, Et c'est pas un problème. en tout cas, la façon dont il s'en débarrasse, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il les coupe en tout petits morceaux, et il s'en débarrasse dans les toilettes. OK. Et puis, à un moment, il reste les gros morceaux, et là, il va les mettre dans des poubelles. À l'époque, on parle pas trop de tueurs en série. C'est aussi des gens, tu vois, ces victimes sont des gens qui sont parfois des marginaux. Et donc, il n'y a pas beaucoup. En fait, il y a il y a une seule victime pour laquelle il y a vraiment une grosse enquête pour sa disparition. C'est un peu comme, de nouveau, hein, comme dans l'histoire de Dahmer. En fait, ce sont des victimes dont tout le monde S'en enfin, fout un s'en peu. fout. Ouais, c'est ça. C'est des un peu sous la société, ils passent inaperçus. Souvent Ouais, aussi, le fait qu'ils soient homosexuels, ben, c'est un peu leur problème s'ils se ramassent ouais, dans la c'est ça. marde. Ouais, c'est exactement ça. Et Nielsen va tuer pour la dernière fois le 26 janvier 1983. Sa dernière victime s'appelle Steven Sinclair, donc il a le même prénom que la première victime. C'est un héroïnomane de 20 ans. Donc, Nielsen l'invite chez lui, l'autorise à se piquer donc à l'héroïne chez lui, lui donne à manger, mais avec la léthargie qui est consécutive au shoot d'héroïne, bah, il est facile à tuer, donc il va l'étrangler. Et quelques jours plus tard, il va contacter son propriétaire. Donc Nielsen va contacter le propriétaire de son appartement parce qu'il a des problèmes à ton avis? De tuyauterie. Exactement. Ça bouche. Voilà. Ça doit être stressant à ce moment-là, par exemple. Mais oui. Donc, Oh voilà, non, oh non. il y a plein de Un choses qui bout de transitent doigt par qui ça. remonte. Mais c'est ça. Voilà. Et donc, bah, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un plombier et le plombier découvre des choses dans les tuyauteries qui ressemblent, selon lui, à des amas de chair et surtout des fragments d'os. Donc, le plombier dit, ah, il y a plein de trucs dans vos tuyaux. Et Nielsen dit, ah oui, oui, c'est du poulet de chez KFC. Voilà. Ça, c'est son excuse, mais c'est pas très crédible. Donc, le lendemain, le plombier revient avec son superviseur. Il constate qu'il y a eu beaucoup de nettoyage des canalisations, comme si, voilà, il y avait une Oh. tentative d'effacer des preuves, quoi. Mhm. Mais c'est pas assez bien nettoyé, donc il y a encore des choses dans ces canalisations. Donc, les plombiers préviennent la police. Les experts arrivent et en fait, ils arrivent très très facilement à identifier le fait que ce sont des restes humains. Donc, il y a 3 inspecteurs qui se présentent chez Nielsen, ils les laissent rentrer et quand ils rentrent chez Nielsen, ils sont vraiment frappés par une odeur insupportable de putréfaction. La Et- charmante odeur Ouais. qui les suit un peu partout, hein, chez les tueurs en série. Mais ouais, mais ça doit être horrible. Tu vois, ces Mais scènes de crime, ça doit être horrible quoi, de je vivre. comprends pas comment que. Tu sais, même. Tu sais, oui, tu fais tout ça, mais calice, toi, tu vis dans cette odeur-là, là, à un moment donné. Ouais, Je c'est ça. sais qu'on s'habitue aux odeurs, là, mais à un moment donné, il y a bien des limites. Là. Mais oui, ouais, c'est ça. Il vivait là-dedans et donc au début, bah, il fait un peu l'innocent, mais ça dure pas longtemps avant qu'il amène les policiers dans sa garde-robe, enfin à sa garde-robe, et cette armoire, il y a 2 torses humains différents et pas mal d'organes dans un sac plastique. Oh. Et là, au commissariat, il va tout de suite confesser ses nombreux crimes. Et le procès, bah, c'est un procès où il n'y a pas beaucoup de doutes, hein. Il y a une reconnaissance de culpabilité, il n'y a pas de circonstances atténuantes, et Nielsen lui-même Plaide admet coupable. ouais, et surtout que s'il sort, il recommence. Mm. Donc il est condamné à la réclusion à perpétuité en 1983 pour 6 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Donc en réalité, comme je l'ai dit, il en a commis au moins 12.
Et il passe 35 ans en prison où il peint, il dessine, il compose de la musique. Parce qu'il y a un écrivain qui l'interviewe, qui lui offre un petit orgue électronique, je sais pas, un Casio, là, tu vois. Ouais. Et il va écrire des milliers de pages et il va en faire, il va les condenser pour publier une autobiographie qui s'appelle History of a Drowning Boy. Donc, où il a vraiment cette idée de la noyade comme élément un peu fondateur comme ça de cette. D'ailleurs, il y a Pense... pas mal. Il y a des gens qui sont. Oh, excuse. Oui, vas-y, vas-y. Penses-tu que justement aussi cet événement-là, où ce que lui il a passé proche de la mort, le rapproché de vouloir voir ça chez les autres aussi? Alors, ouais, justement, oui. Et d'ailleurs, ça fera partie de la conclusion. Donc, ouais, il y a quelque chose de fascinant. Donc, je vais répondre à ta question directement. En fait, il a déclaré, euh, j'ai, à propos de ces meurtres, j'ai tout fait pour moi, purement égoïstement. J'adorais l'acte, j'adorais l'art et l'acte de la mort, encore et encore. Donc, je les ai tués comme j'aurais aimé être tué moi-même, tu vois. Donc, il y avait cette idée-là, effectivement, de se dire qu'à un moment, dans l'étouffement, il a dû ressentir quelque chose de Ouais. positif. Puis il utilisait la noyade aussi pour tuer Ouais, exactement. Mais il disait aussi, si je m'étais donné la mort, j'aurais fait l'expérience qu'une seule fois. Et donc, ce qu'il voulait, c'était la voix. avoir l'expérience de la mort tout le temps. Donc, ouais, c'est une bonne question. C'est exactement ça. Il voulait voilà, mettre en scène la mort. Et d'ailleurs, Tabarnak, j'ai ouais, suivi aussi. Non, non. ouais. Mais tu vois, il tue de plus en plus vite aussi. Il y a tu vois, le rythme de ces crimes s'accélère. Donc, il y a vraiment quelque chose Ah, de il y a un fantasme vis-à-vis ça, puis il veut juste tout le temps pouvoir le mettre de l'avant. Là. absolument. Et donc, il décède en 2018 en prison d'une embolie pulmonaire. Il a 72 ans à ce moment-là et il va être brûlé. Donc, mais aucun membre de sa famille ne se présente à la crémation. Donc, en gros, il n'y a que des gardiens de prison et un type avec qui il avait une sorte de correspondance, je pense, qui vient à la crémation. Et donc, la chanson, elle se termine par une boucle qui dit I know we'll never end, I'll keep you company. Donc, on va jamais arriver au bout, on va jamais finir et je te tiendrai compagnie. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire qui est de Nielsen qui est de l'ordre de la peur de l'abandon. C'est aussi ce qu'on a dit dans Dahmer. Mais moi, ça m'a quand même un petit peu, au-delà du fait que j'aime beaucoup la chanson, ça m'a quand même dérangé le fait qu'on romantise un petit peu cet acte-là, de se dire c'est quelqu'un qui est tellement sensible que. Mais non, c'est quand même un putain de monstre, quoi, au final. Et, moi, j'avais lu un jour, ça m'avait choqué, quelqu'un qui parlait de la série Dahmer et qui disait j'ai pleuré quand Jeffrey Dahmer était mort, tu vois, parce que ça crée, voilà, ce genre de série, ça peut créer un moment une sorte d'empathie pour ce genre de personnage-là. Mais la réalité, c'est que ce sont des personnages incroyablement pervers et très, très, très dangereux. Mais tu sais, c'est la façon aussi que, mettons, c'est comme la façon, par exemple, pour Dahmer, la façon qui est décédé, même malgré tout, je pense qu'il n'y a personne qui mérite de mourir à coup voyons, de poids altère. Là. Ouais. Non, bien sûr. Ah ben après, moi, je suis pas pour la peine de mort, mais tu sais, bien c'est ça, c'est là, ça reste, c'est ça, à un moment donné, c'est ça qui est comme touché avec ce genre de série-là, parce que ça met vraiment de l'avant la personne, puis ouais. c'est sûr que quand on voit, tu sais, tout le rejet qu'il a vécu, on comprend des sentiments qu'il peut avoir vécu, puis le parcours qui l'a mené à ça, c'est un peu le but aussi de montrer ça. Ouais. Mais c'est le côté que ça amène comme si on les idéalise un peu, là, C'est ça. Ça devient ces un héros. personnes. Ouais. Un héros de série. C'est là que c'est comme dur de jouer là-dessus parce qu'il faut pas que ça reste un monstre. Là. Faut pas que ça devienne vraiment quelqu'un de tu sais, genre le monde qui se déguise en Dahmer, là, c'est un peu bizarre. Là. Oui, c'est ça. Et on avait la même chose avec Charles Manson, tu vois, qui devient un personnage fascinant. Iconique, culturel. Ouais. Et puis Sadie, dont on parlait, Susan Atkins, qui était sexy Sadie, et donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'attirance. Donc ouais, c'est toujours très très ambigu. Et voilà, donc il y a quelque chose dans cette chanson où je trouve que c'est
trop romantisé l'histoire de ce Dennis Nielsen qui est juste le psychopathe le plus pur, quoi. Ouais, ils ont mis de l'avant le côté qu'il avait manqué d'amour, puis dans Ouais, le c'est fond, ça. c'était ça qu'il cherchait. Mais il y a d'autres choses aussi que. Et Il y a c'est une aussi fascination pour la mort qui aurait pu être mis un peu de l'avant, puis de ouais, et c'était que pour lui quand il dit voilà, il le dit, mon il dit plaisir lui-même, c'est vraiment personnel. c'est de l'égoïsme pur. Mm. Mais donc, ceci étant dit, j'encourage vraiment les auditeurs à donner une chance aux Swans, qui est un groupe, moi je trouve que c'est un groupe un peu à part dans l'histoire du rock. Avec moi, je conseille de commencer par tu vas sur Spotify, tu prends les 5 morceaux les plus joués pour entrer dans l'univers de ce groupe, parce que voilà, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être découvert ou redécouvert. Est-ce que les albums sont de plus en plus accessibles plus que le temps avance ou. Ouais, je trouve. En tout cas, il y a ouais, à partir des années 90, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus accessible, peut-être un peu moins, tu vois, un peu plus adulte aussi. Mhm. Donc, ce sont des bons musiciens et donc ils quittent un peu cet univers un peu noise expérimental pour entrer dans quelque chose d'un peu plus gothique. C'est un peu, parfois, ça me fait penser même un peu à du Johnny Cash, mais très très modernisé. Ok, ouais. Mais tu vois, dans les thèmes abordés, la voix du chanteur, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu de Nick Cave aussi, mais dans une version beaucoup plus noisy, beaucoup plus rock, avec plus de distorsion. Ah, ouais, parfait. J'invite tout le monde aussi à aller découvrir ça, comme tu dis. Yes. Ah Yes, ouais. on mettra quelques petits extraits aussi dans les stories et Et puis puis sur la playlist. sur la playlist. Oui, tout à fait sur la playlist. Yes, Philippe, je t'invite à plugger tes choses à toi de ton bar. Où est-ce qu'on peut te Et, suivre? et bien donc, toujours sur le scénario du pire, donc podcast, on en est à 27 épisodes publié, c'est disponible sur toutes les plateformes. Il y a de la musique aussi dans le scénario du pire parce que ce sont des vraies histoires criminelles, mais on s'imagine un peu le film que ça pourrait être. Et dans un bon film, il y a un bon soundtrack. Et donc pour chaque histoire criminelle, on choisit aussi une La ch- chanson qui va pour clôturer accompagner l'histoire. Absolument, ouais. Yes, bon, est parfait ça. Puis il y a un gros épisode, peut-être le 15 décembre. Ouais, normalement le 15 décembre, on sort notre épisode final, mais c'est un énorme travail, mais on adore bon, moi, je serais très fier de le présenter en tout cas. Alors, on a hâte d'écouter ça, puis on reste à l'affût de ça. Puis pour du Yep. bruit à mes oreilles, ben, dubruitmesoreilles.com, tous les liens sont là. Il y a le Discord, le Patreon, il y a le Twitch. Puis on a aussi notre boutique en ligne où ce que vous pouvez vous procurer des petits chandails, des tuques. Il commence à faire fret là, au Québec. Là. Fait qu'on sort la tuque, les manteaux, les mitaines. Fait qu'il y a pas mal de. Il commence à avoir pas mal de ça qu'on va créer du nouveau merch aussi éventuellement pour les balades meurtrières, pour du bruit, Ah, pour du crime à mes oreilles aussi. Fait que je vous invite à aller tout suivre ça. Puis merci beaucoup Philippe encore une fois de participer à cette grande collaboration-là. Je trouve ça vraiment le fun. ouais, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Alex. Yes, et à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.